Bonjour à tous, merci d'être avec nous sur 8 Mont Blanc pour cette nouvelle semaine de Panorama. Panorama, c'est votre magazine, vous connaissez le principe, un épisode par soir, du lundi au jeudi. Et cette semaine, nous nous intéressons à la montagne autrement, au Contamine Montjoie. Et pour ce premier épisode, monsieur le maire François Barbier est avec moi. Merci Bonjour. de nous accueillir chez vous. On va parler bien sûr de votre station village, de ce bel endroit où nous nous trouvons. Commençons d'ailleurs par ça. Notre-Dame de la Gorge, c'est ce lieu. Qu'est-ce qu'il représente pour vous et pour les Contamines ? Alors Notre-Dame de la Gorge, c'est le bout de la vallée, c'est le site de pèlerinage, c'est le site qui est au pied d'une grande randonnée qui est le Tour du Mont Blanc, de la Balme, du col du Bonhomme. Bref, c'est un site où on vient se ressourcer, où on vient passer un moment, et c'est un site sur lequel beaucoup de monde passe, que ce soit l'été ou que ce soit l'hiver, parce que sur les pistes de ski de fond et sur le Tour du Mont Blanc. Il y a un sujet qu'on ne peut pas éviter en ce mois de février. Il y a un an, pile un an, les Contamines devenaient un des premiers clusters de France dans cette crise sanitaire. Vous n'étiez pas encore maire, mais quel souvenir gardez-vous de ce mois de février 2020 ? Alors mon souvenir, ce même jour, c'était le jour du Camp d'Art, la Coupe du Monde de ski aux Ouches. Et je me rappelle, branle-bas de combat, les Contamines, cluster, la route va être fermée, il n'est plus possible de rentrer chez vous. Donc c'était tout nouveau puisque c'était le premier cluster aux Contamines, vous l'avez dit, en France en l'occurrence. Et donc c'était un peu la panique. Très rapidement, je dirais que mon prédécesseur et l'ARS et les services de l'État ont pris les choses en main. Et je dirais que pour moi aujourd'hui c'est du passé. Parce que malheureusement, ça ne s'est pas arrangé, pas spécialement en Contamine, mais partout en France et dans le monde. Et je dirais qu'aujourd'hui, c'est vraiment du passé. Notre volonté, c'est d'avancer et le cluster, pour moi, ça n'existe plus. Vous avez été élu maire en juin dernier. Comment se sont passés vos premiers mois, cette première année de maire ? Alors, ça s'est plutôt bien passé. Il s'avère qu'on a débuté début juillet. Début juillet, c'était le début des vacances d'été. Et notre objectif a tout de suite été de faire en sorte que ces vacances se passent bien. Se passent bien par rapport à la fréquentation, par rapport surtout à l'offre que l'on voulait apporter à notre clientèle fidèle. Et il s'avère que la montagne, pendant l'été 2020, a vraiment entre guillemets performé, où il y a eu beaucoup de monde, où il y a eu beaucoup d'activités qui ont été proposées. Et je crois sincèrement que les gens qui sont venus quand même à la montagne, malgré cette période de confinement et de difficultés sanitaires, ont passé de très très belles vacances. Et donc notre volonté a vraiment été de tout faire pour que ça se passe bien. Et je pense que ça s'est bien passé. Est-ce que ça a demandé une énergie supplémentaire, des moyens supplémentaires de rassurer à la fois les habitants, mais aussi les vacanciers ? Je pense que les habitants de la montagne en général sont des gens qui sont assez sereins dans le fond et qui connaissent bien leur environnement. On a la chance d'être dans un environnement, on le voit aujourd'hui, très grand, très large, très aéré. Et l'offre qu'on pouvait apporter à nos consommateurs, à nos touristes, à nos visiteurs, ne nécessitait pas de prendre des précautions exceptionnelles. On a pris des précautions pour faire en sorte que les gens ne soient pas trop proches, que les gestes barrières soient respectés, que les distanciations soient respectées. Mais globalement, l'environnement naturel dans lequel on est, eh bien, on l'a utilisé et chacun a joué le jeu. Chacun a fait l'effort nécessaire pour que, eh bien, avec ce risque touristique assez fort qu'on craignait en été, eh bien, malgré ça, on puisse faire un bon été et que chacun s'y retrouve. Et je pense que ça a été vraiment quelque chose de très fort de la part de tous les partenaires, les acteurs de la station. Alors s'il y a eu un bel été, l'hiver est un peu plus compliqué, on le sait. Vous êtes membre de l'Association nationale des maires de stations de montagne et vous avez particulièrement œuvré pour demander l'ouverture des remontées mécaniques, malheureusement en vain. Est-ce que vous êtes inquiet aujourd'hui des conséquences ? Alors, c'est pas ma nature. Je suis pas inquiet de nature, donc je vais pas dire que je suis inquiet. Je pense qu'il faut être réaliste. Économiquement, c'est quelque chose de très lourd. C'est très lourd pour l'ensemble de la montagne et les contamines comme tous les autres. Simplement, peut-être qu'on a un petit peu plus de chance aux contamines, c'est qu'on n'est pas une station 100% ski. On n'est pas une station 100% hiver, je l'ai dit tout à l'heure, on a fait un très bel été. Et donc, l'offre que l'on a aujourd'hui aux contamines,
hors celle du ski, qui est l'offre prioritaire et principale, nous a permis et va nous permettre en février, j'en suis convaincu, de répondre à une demande qui n'est plus celle du ski alpin, mais ça va vite redémarrer, je l'espère, peut-être pas en mars, mais dès l'hiver prochain, j'en suis convaincu. Donc une offre complémentaire, additionnelle, avec plein de choses. Vous l'avez vu, enfin vous le verrez peut-être avec mes différents partenaires ou les différents partenaires de la station sur les différents sites que l'on a au Contamine et sur ce qu'on peut faire au Contamine. Donc dans un contexte compliqué, économiquement très tendu pour beaucoup de monde, aussi bien les entreprises que les saisonniers, parce qu'on parle souvent des entreprises, mais il ne faut pas oublier les gens qui font qu'une saison ou une saison plus ou moins longue, et pour eux c'est très compliqué. Je pense que globalement, la volonté générale de tous les partenaires de la station fait que on va s'en sortir. Alors, je l'ai dit, je ne suis pas inquiet. Il va quand même falloir qu'on soit accompagné. La NSM a fait un gros travail avec l'ensemble des acteurs de la montagne, que ce soit le syndicat des moniteurs, que ce soit le syndicat des guides, que ce soit les hôteliers, donc les maires. Donc, globalement, on a fait un gros travail et j'espère qu'on sera accompagné parce que pour beaucoup, ça sera très, très compliqué. Vous avez parlé des autres activités, effectivement, on verra dans le prochain épisode les activités nordiques qui connaissent un véritable engouement cet hiver. Vous abordez du coup les vacances de février qui débutent plutôt sereinement. Alors, je les aborde effectivement très sereinement. On a passé un très beau Noël, je l'ai dit, parce que les conditions étaient belles, parce que les gens avaient besoin, je pense, de se ressourcer, et parce qu'on a réussi, là aussi, à offrir à notre clientèle beaucoup de choses, beaucoup d'activités, beaucoup de services, hors ski alpin naturellement. Et l'objectif pour février, c'est que ça soit la même chose. Alors, les premiers chiffres, ou les chiffres que j'ai à ce jour sur la fréquentation sont pas très bons. Alors, suivant les sources, on tourne autour d'un moins 50, moins 40, moins 50% par rapport à l'année dernière, qui était une très bonne année. Donc oui, il y a un manque à gagner, il y aura une fréquentation à la baisse. Après, je pense qu'on est dans un système où les gens, s'ils sont rassurés, si la pandémie et le nombre de cas n'augmentent pas trop, sont capables d'être très réactifs et de dire bah, ah, la montagne est belle, il y a de l'espace, il y a plein de choses à y faire, donc allez, et il y aura de la place pour accueillir ces gens-là. Donc je pense qu'on aura un mois de février qui, bien évidemment, ne sera pas à la hauteur de ce qu'on a habituellement, mais je pense et j'en suis même convaincu qu'on aura du monde en février parce que ça vaut la peine de venir à la montagne. Est-ce que c'est compliqué d'accueillir ces vacanciers, ces randonneurs, ces fondeurs dans ce contexte, notamment de sécuriser le domaine par exemple? Non, c'est pas compliqué. Je pense que chacun a pris ses responsabilités, que ce soit au niveau des services municipaux, que ce soit au niveau de nos différents prestataires. Les règles, on les connaît, on les applique. Bien évidemment, certaines personnes s'inquiètent, et plutôt les gens qui viennent, parce que je pense que les gens ont une vision de la montagne pas tout à fait comme elle devrait être. C'est-à-dire qu'il faut un rapport entre ce qui se passe peut-être en ville, dans les grandes surfaces, etc., avec ce qui peut se passer à la montagne. C'est complètement différent. Je le redis, on a un espace naturel énorme, on a vraiment de quoi être espacé, avoir de la place autour de nous, et donc le risque de proximité entre les personnes est très limité. Surtout que là où il y a ce risque, eh bien on fera tout ce qu'il faut pour éviter que les gens soient trop proches et que les barrières soient bien respectées. En termes de sécurisation du domaine, vous me l'expliquiez en préparant cette interview, ça se passe aussi plutôt bien. Alors ça se passe plutôt bien. On a la chance d'avoir de très bonnes relations avec notre délégataire remontée mécanique. Il faut savoir qu'eux n'ont pas ouvert un jour, hein, donc ils sont restés fermés depuis le 15 mars dernier. Ils ont ouvert un petit peu cet été, mais ce n'est pas une activité importante l'été pour les remontées mécaniques. Donc on a réussi avec eux à mettre en place une sécurisation pour la randonnée en particulier. Sécurisation, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a damé pour la montée, mais aussi pour la descente, pensant aux néo-randonneurs qui ne sont pas obligatoirement des très bons skieurs, et donc leur permettre de monter bien évidemment, mais surtout de pouvoir redescendre en toute sécurité. Donc piste préparée pour la montée et la descente, et aussi permanence en amont de cette piste de randonnée pour faire en sorte que s'il y avait un problème, ça peut arriver, eh bien que les pisteurs soient très rapidement sur place. Et ça, je dois sincèrement remercier les remontées mécaniques qui font ça bénévolement parce qu'elles n'en avaient pas l'obligation, c'est une société privée. Et je pense que ça a été fortement apprécié par les gens qui sont venus à Noël. Et on veut et on va remettre ça en place dès ce week-end
pour les 4 semaines de février. Du reste, on a mis ça en place pour les vacances, mais aussi pour tous les week-ends. Et en écoutant un petit peu les retours que l'on a des pratiquants, je crois que ça a été très très apprécié et donc on va continuer comme ça. Et on espère que tout se passera bien. Revenons peut-être un petit peu plus au centre du village. Il y a un dossier, un projet qui va vous occuper beaucoup de temps ces prochains mois. C'est le réaménagement du centre-village. Pourquoi vous vous penchez sur ce projet ? Alors c'est une longue histoire. L'aménagement du centre du village, je pense que 4 ou 5 de mes prédécesseurs avaient un projet plus ou moins intéressant, avec des choses intéressantes en tout cas, et qui n'ont jamais réussi à réaliser ce projet. L'idée c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui on a un village, donc une grande vallée, avec une route qui traverse cette vallée et il nous manque un endroit où on peut se rassembler, où il peut y avoir une vie un peu plus de proximité. Et donc le projet de mes prédécesseurs et maintenant le nôtre, c'est d'aménager ce centre de village avec une approche un petit peu nouvelle par rapport à ce qui se passe actuellement, par rapport à la pandémie, et aussi par rapport à une attente qui est de retour à une certaine place pour le piéton, place pour la mobilité douce. Donc en parallèle d'un aménagement du village, bien votre micro. pardon, en parallèle d'aménagement du village, on veut aussi travailler sur la déambulation, sur le déplacement des voitures bien sûr, mais de privilégier encore plus les piétons, les cyclistes. Donc aménagement, offre additionnelle. On a besoin de l'ICHO contamine, comme dans beaucoup de stations, parce que la rotation de nos visiteurs elle est importante, donc on a besoin de leur apporter des nouvelles réponses, on a besoin d'apporter de nouveaux services, même si, été comme hiver, on a beaucoup de choses à faire au contamine, on manque encore de certaines petites choses. Donc voilà, c'est un projet important, c'est une de nos priorités, et ça fait 6 mois qu'on est là, et on a déjà beaucoup travaillé en s'appuyant sur différents organismes pour préparer ce projet, notre objectif étant de le démarrer avant la fin de ce mandat. Et une enquête publique. Et donc voilà, l'idée derrière, c'est que notre engagement de campagne a été de dire on veut que ce projet soit adopté par une majorité. Donc beaucoup de communication, beaucoup de présentation des projets en fonction de l'avancée. Et ça va commencer dès demain par une enquête publique à destination des gens du pays, à destination des gens, des touristes, des résidents secondaires, mais aussi des professionnels des contamines et d'ailleurs, pour sonder un peu quelles sont les attentes pour ces personnes, pour les 10, 20, 30, 40 ans aux contamines qui vont venir. Et donc, qu'est-ce qu'ils attendent en termes de développement, en termes de services, en termes de support, en termes d'outils, pour faire que notre village ne devienne pas une station, une très grande station. Et c'est une grande station, mais dans le cadre dans lequel on est aujourd'hui, parce qu'on n'a pas envie de dénaturer notre cadre. On veut simplement évoluer avec la demande consommateur et face à la concurrence qui aujourd'hui, elle aussi, bouge beaucoup. Et cette enquête, pour ceux qui veulent participer, on peut la retrouver? Alors, on la retrouvera sur le site internet de la mairie. On a fait un certain nombre de flyers, on a beaucoup de communication par les réseaux sociaux, donc très facile à joindre. Et j'espère que beaucoup de gens qui s'intéressent à l'avenir des contamines, qui ont envie de vivre aux contamines ou qui viennent en vacances en contamines, eh bien, participeront parce que c'est vraiment quelque chose d'important pour nous. C'est un vrai challenge, c'est une vraie volonté d'aller de l'avant. Et dans la mesure du possible, on voudrait faire pour que tout le monde y retrouve un intérêt et soit satisfait du travail qui sera fait. Merci beaucoup François Barbier d'avoir Merci été avec nous. Merci également à vous d'avoir suivi cet épisode de Contamine Montjoie. On va se retrouver dès demain avec Guillaume Morel, directeur de Haute-Savoie Nordique, et Stéphane Grosset, responsable du domaine nordique. 4 saisons des Contamines, vous l'aurez compris, on va parler activité nordique. À demain, merci. Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour le 2e épisode de notre panorama consacré cette semaine aux contamines Montjoie. Pour ce 2e volet, nous allons parler de glisse et de glisse nordique, précisément avec mes invités Guillaume Morel, directeur de Haute-Savoie Nordique. Bonjour. Bonjour. Et Stéphane Grosset, qui est responsable du domaine des contamines ici où nous nous trouvons. Bonjour Stéphane. Bonjour. Stéphane, justement, on est ici chez vous. On est un petit peu plus haut que le village des Contamines. Quelles sont les particularités de ce domaine nordique? Alors, plusieurs particularités. La première, c'est que nous avons 25 km de piste dans un paysage très varié qui traverse des prairies, des forêts, un petit peu de feuillus et des résineux. Et un profil qui est adapté à tous les publics avec des grandes parties plates pour du ski plaisir, loisir très glissant. Et des parties plus vallonnées, plus nordiques, plus accidentées pour le ski plus cardio.
Guillaume, on sait que la Haute-Savoie est bien lotie pour ces domaines nordiques. Qu'est-ce qui distingue celui des Contamines ici? Oui, en effet, en Haute-Savoie, on trouve 24 domaines de ski de fond et nordiques différents. Les Contamines, c'est un lieu tout particulier puisqu'on y trouve un écrin de verdure, comme l'a dit Stéphane, vraiment préservé, à l'abri des bruits des villes et urbains ou des autres accès et des voies routières. Mais on y trouve aussi toute une série d'activités réunies en très très peu de distance, dans lesquelles toute l'année, 4 saisons, on peut arriver à pratiquer des sports ou des activités de nature pleinement intégrées dans un paysage préservé. Comment se passe la saison d'hiver si particulière ici pour vous, Stéphane? Alors pour l'instant, la saison se passe, on va le dire, très bien pour le ski nordique, pour plusieurs raisons. La première, nous avons pu ouvrir le domaine nordique début décembre. Les conditions atmosphériques et la neige nous l'a permis. La deuxième raison est que nos amis du ski alpin ne sont pas ouverts et on a une belle fréquentation sur le domaine aux Contamines et puis sur l'ensemble des domaines de France. En Haute-Savoie notamment, il y a eu des chiffres records, 80% de hausse de fréquentation sur les vacances de Noël. Est-ce que le malheur des uns fait le bonheur des autres, on peut le dire? Je ne me permettrai pas du tout de dire ça. Dans le nordique, on est entièrement solidaire du monde de la montagne dans sa globalité. D'ailleurs, on travaille d'arrache-pied pour essayer de sortir un peu d'un esprit de filière et pour être davantage dans un esprit de territoire. Et donc on est navré et on est profondément blessé dans l'organisation de cette saison parce que c'est le monde entier de la montagne qui est en difficulté. Néanmoins, on remplit notre mission qui nous est accordée avec le plus grand sérieux pour permettre justement d'être une alternative crédible et pouvoir continuer à accueillir le plus possible de gens qui ont besoin de s'aérer, qui ont besoin de sortir de leur train-train et notamment aussi avec une spécificité sur les scolaires puisque nous devenons l'un des seuls sports de plein air possibles et envisageables pour eux. Et donc toute l'action départementale est poussée dans cette idée. Les scolaires, ils sont toujours au rendez-vous cet hiver? Oui, beaucoup plus même. D'habitude, en Haute-Savoie, on accueille entre 20 et 25 000 enfants, élèves du premier et du second degré sur nos différents domaines de ski de fond. Il y en a 24, je l'ai déjà dit. Cette année, on voit qu'il y a des nouveaux établissements qui se sont dit puisqu'on ne peut pas faire autre chose, on va aller découvrir un petit peu ce qui se passe sur les domaines nordiques. Donc on voit beaucoup de nouveaux établissements qui s'intéressent de près au ski de fond et on les accueille évidemment avec plaisir, avec des créneaux extrêmement bien répartis et avec des protocoles stricts afin de préserver justement l'intégrité et le côté sanitaire de tous les élèves qui viennent sur nos domaines nordiques. Est-ce que les enfants, les écoliers, c'est aussi un public important aux Contamines sur ce domaine? Oui, c'est un public très présent. Nous avons un foyer de ski de fond qui a une très très grosse dynamique et qui accueille plus de 50 enfants dans son enceinte. Et puis un nombre d'écoles important de la vallée viennent skier aux Contamines. Quel est le public, mis à part ces scolaires, là cet hiver? Donc on sait que beaucoup de nouveaux adeptes se sont mis ou se sont remis aux activités nordiques. Est-ce que vous voyez plutôt des locaux, plutôt des débutants sur d'abord peut-être aux Contamines? Oui. Alors sur les Contamines, on a un public historiquement très hybride. Nous sommes identifiés comme étant le centre départemental d'entraînement pour le comité régional de ski du Mont-Blanc, où toutes les athlètes ski de fond et biathlon s'y entraînent régulièrement dans le cadre du pôle espoir. Et nous avons un autre public de sportifs qui viennent pratiquer le cardio, qui habitent aux Contamines et dans les villages voisinants et dans la plaine. Et énormément de vacanciers habitués, fidèles, et cette année, des nouveaux pratiquants qui viennent découvrir le ski de fond et qui... pour notre plus grand plaisir, à chaque fois qu'ils repassent l'accueil dans le sens retour, ont un grand sourire et ils nous disent on a découvert quelque chose de nouveau, on ne pensait pas que, et on va revenir. Les vacanciers sont finalement au rendez-vous malgré tout cet hiver? Écoutez, dès qu'il y a un brin de soleil, on a une forte affluence, toujours avec ce public hybride qui se côtoie, donc des vacanciers qui viennent en dehors des périodes de vacances,
des gens du pays qui viennent pour s'aérer et faire du sport, ou simplement s'aérer et passer un bon moment. Et puis les athlètes de haut niveau, de toute la filière nordique du département, des enfants du foyer jusqu'aux athlètes que l'on peut voir à la télé. Et sur les autres domaines en Haute-Savoie, on retrouve quel public Oui, cet oui, hiver? tout à fait. Ça confirme exactement cette tendance à la taille départementale. On voit toujours les mêmes habitués. Ça, ils sont fidèles au poste. Plus de scolaires, on l'a dit. Et puis toute une série de nouveaux pratiquants, de découvreurs, je dirais, de gens qui sont soit du coin, du bassin de vie, soit plus lointains et qui sont en station et qui découvrent cette activité, qui ont une vraie, la typologie, c'est vraiment l'opportunisme. C'est-à-dire, on est là, on a besoin de s'aérer, le ski de fond est sécurisé, de qualité en Haute-Savoie et disponible à des tarifs peu chers par rapport à ce qu'ils avaient l'habitude de pratiquer en alpin. On essaye. Et l'une des grandes satisfactions, c'est en effet ce contentement qu'on arrive à avoir à la fin de leur séance où, oui, en effet, certains ont trouvé que c'était un peu dur, mais malgré tout, quel bonheur de pouvoir sortir, de pouvoir toucher la neige, de pouvoir être dehors, de pouvoir glisser en famille ou accompagné avec ses amis. Est-ce que vous pensez que le boom là qu'on connaît cet hiver va durer dans le temps, les prochains hivers, si les remontées ouvrent, on l'espère? Est-ce qu'il y aura toujours autant de monde sur les domaines nordiques? Alors, pour nous, l'objectif est clairement, au niveau départemental, l'objectif est donné, rendez-vous au 1er octobre. Rendez-vous au 1er octobre 2021, qui est la date d'ouverture des préventes des forfaits saison pour la saison 2021-2022. Et c'est à ce moment-là qu'on verra si on a été capable de transformer l'essai de cette année exceptionnelle. Donc, pour l'instant, on est plutôt concentré sur l'accueil dans les meilleures conditions possibles de toute cette population. Viendra ensuite le moment des bilans et ensuite la préparation de la future saison, dans lequel beaucoup d'actions sont déjà en préparation au niveau départemental pour permettre justement de dire avec satisfaction sur toute cette nouvelle clientèle, on a été capable d'en garder un pourcentage non négligeable qui va constituer demain le vivier des futurs pratiquants et pourquoi pas des futurs champions. Même question, est-ce qu'au Contamine, on reverra autant de monde sur le domaine nordique l'année prochaine? Alors autant de monde, oui, on le souhaite. Après, il est clair que dès lors où les amis du ski alpin vont réouvrir, une partie de la population va retourner faire du ski alpin, les habitués. Mais sur 100% des retours qu'on a, les personnes nous indiquent bien que l'année prochaine, ils feront 3, 4 ou 5 jours de ski alpin. Et dans leur séjour, même s'ils n'en avaient pas l'habitude, ils viendront faire au moins une journée ou 2 journées de ski nordique. Donc c'est une très bonne chose pour nous. Vous avez parlé des champions, évoqué la compétition. Ces champions, ce sont des ambassadeurs pour toutes les activités nordiques. C'est ce qui participe aussi à l'engouement? Ah oui, oui, oui. Donc ici sur les Contamines, on a un stade de biathlon aux normes internationales sur lequel on va organiser les championnats de France de ski de fond et de biathlon le dernier week-end du mois de mars, si Dieu le veut. Un public vraiment nombreux vient regarder ou s'arrête pendant leur parcours de ski pour regarder les athlètes s'entraîner et demander des autographes, souvent. On est au début des vacances de février. Est-ce qu'il y a des choses particulières qui ont été mises en place ou des temps forts prévus ici sur votre domaine? Alors les choses particulières qui sont dans l'ADN au Contamine Montjoie, c'est l'accueil, le sourire, la bienveillance. Offrir un domaine beau et sécurisé avec des belles odeurs, des belles couleurs et puis accueillir toujours ce public hybride où cohabitent l'élite mondiale et puis le petit enfant de 5-6 ans qui vient avec ses parents ou ses grands-parents et puis les enfants, les ados, les jeunes et les personnes qui viennent faire du cardio. Donc c'est une vraie particularité de ce site avec un pôle de proximité d'accueil et le stade de biathlon qui en fait un lieu assez magique. Très très beau, on le voit avec cette cascade de glace juste derrière nous. Oui. Même question au niveau de Haute-Savoie nordique, comment vous abordez ces vacances de février? Alors on les aborde, je dois le dire, avec un tout petit peu d'inquiétude parce qu'on sait qu'on est, on est attendu. On est attendu tant par les
les gens qui vont venir skier sur nos domaines nordiques et qui attendent de la qualité, la même qualité que d'habitude, mais aussi par les pouvoirs publics qui veulent aussi s'assurer que les normes, les protocoles, la question sanitaire est respectée. Donc c'est une période intense qui s'annonce sur une saison qui a déjà été extrêmement intéressante, mais avec une activité forte. Donc nous, le but du jeu, c'est pour la saison à venir, de permettre de garder ce niveau-là de qualité sur le long terme pour nous amener jusqu'à la fin des vacances de février. À ce titre-là, nous avons pris une décision qui est très très forte, c'est d'annuler par exemple l'événementiel autour des nocturnes, autour des différentes fêtes qu'on avait habituellement sur les domaines nordiques au niveau départemental, pour justement rester concentré sur l'accueil du plus grand nombre le plus longtemps possible, tant que la crise sanitaire ne nous permet pas d'ouvrir à nos activités habituelles. Eh bien, merci beaucoup. On vous souhaite en tout cas une bonne continuation, messieurs, dans cette saison. On espère qu'elle ira à son terme. Merci. Merci beaucoup. À vous. Et merci à vous de nous avoir suivis. C'est déjà la fin de Panorama pour aujourd'hui, mais on va se retrouver dès demain. Je recevrai Geoffrey Garcel, photographe naturaliste et gardien de la réserve naturelle des Contamines. À très vite. Bonjour à tous, bienvenue dans le 3e épisode de Panorama. Vous le savez, cette semaine, nous sommes aux Contamines Montjoie et nous vous emmenons à la découverte de ces secrets cachés, de ces trésors cachés. Parmi eux, la réserve naturelle. Et aujourd'hui, je suis avec le garde de la réserve, Geoffrey Garcel. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Première question, cette réserve, quelles sont ses particularités ? Alors, la réserve naturelle des Contamines Montjoie est communément appelée la réserve la plus haute de France et celle qui est la plus étagée. Elle part du village environ à 1000 mètres d'altitude et jusqu'à environ 4000 mètres, à 3900 mètres d'altitude. Donc ça, elle a une grande amplitude altitudinale. Donc il y a tous les milieux qu'on peut trouver en montagne et à chaque milieu, sa faune, sa flore, sa fréquentation humaine également. Donc ça, c'est la grande particularité de la réserve. Et elle fait partie des 9 réserves naturelles du département de la Haute-Savoie. Ça, c'est un cas unique quand même en France d'avoir un département qui a autant de réserves naturelles, dont la gestion de ces 9 espaces protégés est confiée à Aster, le conservatoire d'espaces naturels de Haute-Savoie. Cette réserve, elle fait 5500 hectares précisément. Vous en êtes le garde. En quoi consiste votre mission ? Alors, la mission de garde, c'est avant tout une présence sur le terrain, pour être au contact du terrain, donc au contact des différentes personnes qui peuvent être sur le terrain, au contact du milieu naturel. Et c'est de faire quelque part le lien entre le terrain et toutes les démarches administratives de protection. Donc notre métier se décline en premier lieu autour de la mission première, qui est l'application de la réglementation. C'est pour ça qu'on a des uniformes. Il y a une réglementation dans une réserve naturelle. On est là pour la faire appliquer. Mais ce n'est pas l'essentiel du métier. On a beaucoup d'autres missions autour de l'objectif de gestion. Donc la gestion passe à travers le balisage, la gestion de milieux, de réouverture de milieux, de travaux, de canalisation de la fréquentation sur les sentiers, de choses comme ça. Une mission scientifique. Les réserves naturelles sont des sites ateliers pour la recherche. Donc on va aller conduire des études scientifiques et nous, agents, on va aller chercher ces données qu'on nous demande d'aller chercher. Aux Contamines, ça sera par exemple le suivi du glacier de Trélatête ou alors de différents suivis faunes. Et puis enfin, la mission du garde, mais de la réserve en général, c'est de servir de territoire de sensibilisation à l'environnement. Donc il y a pas mal d'animations qui sont proposées, de sensibilisation à tous les publics. Alors là, pendant les périodes de vacances, il y a un gros programme d'animation, mais pas que. Il y a de la formation auprès des professionnels ou d'autres usagers. Donc notre métier se décline essentiellement autour de ces missions, mais pour la plupart du temps sur le terrain. Et j'imagine que ces missions, elles sont un petit peu différentes l'été et l'hiver ? Alors oui, puisque selon l'accès qu'on peut avoir dans le territoire, les missions vont être différentes. Et puis certaines périodes de l'année vont être plus propices à telle ou telle activité. Par exemple, actuellement en hiver, donc on a toujours cette mission de présence et de veille de la réglementation, de sensibilisation du public randonneur à ski, en raquette, à pied, dans l'espace protégé. Mais nos actions de gestion, par exemple, vont être différentes qu'en été, où là on peut directement intervenir sur le milieu. Là actuellement,
On a pour illustrer ça, par exemple, une action de préservation d'une zone. Alors, on appelle ça une zone de quiétude. C'est-à-dire qu'on allait sur le terrain, nos données ont permis de montrer où c'est qu'on avait du tétralyre en hiver. Donc le tétralyre, c'est une espèce emblématique des Alpes et surtout de la Haute-Savoie, qui a cette particularité de faire des igloos en hiver pour se protéger du froid. Nous, on est là, on a notre veste, notre doudoune, on est déjà limite un peu rafraîchis. Eux sont tout le temps dehors. Alors ils sont adaptés aussi, ils ont une doudoune presque comme nous, avec un plumage spécifique, mais ça ne suffit pas. Et donc ils vont aller faire des igloos pour éviter de perdre trop d'énergie. Quand on est dans un igloo, on profite du pouvoir isolant de la neige. Ça veut dire qu'ils creusent sous la neige? Ils creusent, exactement. Quand il y a de la neige fraîche, ils vont plonger dans la neige. Et après, ils vont creuser et ils vont passer la nuit dans un igloo. En évitant de consommer de l'énergie calorifique, ils économisent donc leur énergie. Sauf que dans cette neige fraîche, il n'y a pas que le tétralyre qui l'aime bien. Le skieur aussi. On va être sur des versants nord. Et donc, du coup, on peut avoir un peu de conflit d'usage ou des zones qui se superposent entre un oiseau très sensible en hiver et un endroit où on va être plus là dans une démarche récréative. Nous, notre métier, celui du Conservatoire d'espaces naturels, c'est de faire le lien entre tout ça. C'est de bien connaître, donc aller chercher ces données-là et mettre en place derrière des actions de gestion qui sont concertées avec les différents acteurs locaux et qui ont abouti donc à la mise en défense d'une zone. Une mise en défense, c'est-à-dire qu'on est allé mettre un filin, comme sur le bord de piste, avec des fanions qui rappellent la présence du tétralyre. Alors c'est une zone qui n'est pas réglementaire, c'est-à-dire qu'on ne va pas se faire rappeler à l'ordre si on traverse cette zone, mais qui est avant tout là pour sensibiliser. Et puis surtout, c'est une zone qui ne va pas compromettre l'activité de ski de randonnée à l'endroit où elle a été mise, puisqu'il y a de la place ailleurs. Dans l'idée, c'est de se dire, voilà, il y a beaucoup de monde dehors, il y a beaucoup d'activités, on a beaucoup de chance ici au Côte-à-Mine, et la réserve, il y a une grande amplitude une fois de plus, donc il y a beaucoup d'activités, mais il faut qu'on partage l'espace. Est-ce que ça a été difficile? On sait que cet hiver, et vous l'avez dit, il y a beaucoup de ski de randonnée. On pratique la montagne un petit peu différemment avec les remontées fermées. Est-ce que vous avez eu des difficultés à faire comprendre ces zones et à sensibiliser les randonneurs, les promeneurs? Alors, il y a plus de monde en montagne. Il y a un engouement, je pense, pour la montagne. On l'avait déjà vu cet été. Ça a été très très flagrant cet été, pas qu'ici au Côte-à-Mine, mais ailleurs, où on a ce sentiment que des personnes ont eu besoin de ce bol d'air ou de découvrir la montagne qui était autour d'eux et donc du coup d'aller l'utiliser pour un bivouac l'été, pour une randonnée ou pour le ski de randonnée l'hiver, les remontées mécaniques étant malheureusement fermées. Donc ça draine une fréquentation plus importante et peut-être un petit peu moins initiée qu'à l'origine. Donc on est là aussi pour faire le lien, pour faire de la présence sur site, de la sensibilisation. Il n'y a pas que nous, là c'est un garde qui parle, mais on a par exemple une animatrice qui est sur le terrain en période hivernale, avec une longue vue, avec des photos d'oiseaux, avec différents jeux, et où tous les gens qui sont en randonnée, en raquette ou en ski, peuvent accéder à l'information. Il y a du monde, c'est sûr. Après, je pense vraiment que c'est souvent que les gens peuvent avoir une action qui peut potentiellement être préjudiciable à une espèce comme le tétralyre, mais par méconnaissance. Nous, notre travail, c'est de porter à connaissance, et une fois qu'on a porté à connaissance, de mettre en place les actions pour essayer de préserver ces espèces. Est-ce que les confinements, le premier au printemps dernier, le deuxième cet automne, est-ce qu'ils ont compliqué votre travail ou pas? Alors ils l'ont un petit peu orienté, puisque nous on a pu continuer à travailler, alors avec des restrictions sur le premier confinement d'altitude ou de zone d'accès, notamment liées au secours, pour ne pas engorger les secours. Mais on était présent sur le terrain quand même. Sur la période, c'est plus l'après-confinement qui a plus compliqué les choses. Les gens sont rués dehors et on le comprend. Et il a fallu gérer tout ça. Voilà. Donc c'est plus l'après-confinement et cette reprise d'un territoire qui avait été abandonné pendant un moment. Après, pendant le confinement, on était souvent tout seul dehors qu'avec les animaux, donc ça allait plutôt bien. Est-ce que les comportements ont évolué? Est-ce que vous les voyez évoluer avec... vous l'avez dit, on a envie d'aller dans la nature, on a envie de se ressourcer, on en a encore plus besoin. Est-ce que les gens font plus attention à cette nature d'après vous?
Oui, je pense que de manière générale, au vu de la fréquentation qu'on connaît ici, hein, qui est considérable aux Contamines, il y a le Tour du Mont Blanc. En été, il y a tous les étages, donc il y a toutes les activités. Sur le volume de personnes, on voit vraiment qu'il y a une prise de conscience euh, plus importante qu'avant, certainement. Les comportements ont évolué. Après, nous, on est là pour continuer à veiller à tout ça, parce qu'il y a plus de monde, mais voilà. Mais je pense qu'on est sur la bonne voie. Un autre sujet qui est peut-être passé un petit peu plus au second plan ces derniers temps, c'est le réchauffement climatique. Vous qui êtes au contact tous les jours de cette nature, vous le voyez, vous le mesurez concrètement? Alors oui, enfin du moins, nous dehors, on a notre interprétation. Je pense que, notamment en hiver, comme on le connaît actuellement, où on va passer de températures négatives à des températures positives sur un laps de temps très court, avec des enneigements conséquents suivis d'épisodes de vent ou autres, sont des choses qui n'avaient peut-être pas forcément avant et qui sont une résultante de ces effets globaux. Et puis après, plus largement, on contamine, on a un grand glacier qui est le glacier de Trélatête. C'est le 4e plus grand glacier français et on le suit chaque année. C'est-à-dire qu'on va mesurer sa perte de volume, sa distance. Donc on a quelque chose de très palpable qui nous montre les effets du réchauffement. Et puis après, il y a toutes nos observations, je dirais, sur le terrain, peut-être des espèces d'oiseaux qu'on ne voyait pas forcément avant, puisqu'ils sont un peu plus inféodés à des milieux plus au sud, mais désormais on voit, et à l'inverse d'autres qu'on voit peut-être moins, ou comme le tétralier ou comme le lagopède alpin, qui sont des reliques glaciaires, qui sont inféodés à ces milieux froids, et payent quand même en plus du reste un lourd tribut à ce réchauffement climatique. Est-ce que vous êtes tout de même optimiste pour la suite, l'avenir de notre faune, notre flore? Oui, il faut être optimiste, sinon voilà, ça serait compliqué. Par contre, c'est sûr qu'il faut que ça soit une prise de conscience et des actions partagées et générales. Et qu'on ne peut pas continuer à trop attendre non plus. Voilà. Il faut partager l'espace et il faut avoir une prise de conscience de ce patrimoine naturel qui est une richesse du département au même titre que d'autres patrimoines du département. On est devant une église baroque qui est un patrimoine exceptionnel. Je pense que la faune sauvage et le patrimoine naturel est une richesse à part entière du département de la Haute-Savoie. Vous allez poursuivre cette sensibilisation là on est au début des vacances de février, c'est un moment aussi important? Oui, alors pendant les vacances, c'est un moment où on est au contact des gens. Alors nous sur le terrain, et puis surtout pendant toutes les animations nature. Donc notre animatrice nature qui est mise à disposition par la communauté de communes Pays du Mont-Blanc propose un programme pour les petits et grands, seuls ou accompagnés. Alors programme adapté en raison de la situation sanitaire actuelle et en lien avec tout ce qui se fait du côté de l'événementiel des Contamines. Alors je vous invite à retrouver le programme sur le plus simple, c'est sur la page Facebook de la réserve naturelle. Et puis n'hésitez pas à vous inscrire aux animations et de venir. Il y en a tous les jours et voilà pour tous les niveaux. Pour découvrir ce joli site naturel. Merci beaucoup Geoffrey Garcel. Merci à vous. Merci d'avoir été avec nous. On va continuer ce panorama dès demain. Je serai accompagnée d'Olivier Béguin, président de la compagnie des guides de Saint-Gervais-les Contamines. Merci de nous avoir suivis et à très vite sur YouTube. Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour le dernier épisode de notre panorama aux Contamines Montjoie. Nous sommes allés à la découverte des activités qu'il reste possible de faire. Nous nous sommes évadés. Nous continuons aujourd'hui à nous évader avec Olivier Béguin. Vous êtes le président de la compagnie des guides des Contamines de Saint-Gervais-les Contamines. Merci d'être avec nous ici, chez vous. Comment vous vivez cet hiver? Vous êtes aussi directeur de l'école de ski des Contamines. Sous vos multiples casquettes, comment se passe cet hiver? Le fait que j'ai deux casquettes, c'est à la fois chaud et froid, il faut dire ce qu'il en est. Au niveau des guides, on a vraiment bien travaillé à Noël, il ne faut pas s'en cacher. Et puis là, les perspectives sont plutôt très bonnes, du fait que le domaine alpin est réduit quand même. Et puis en école de ski, c'est beaucoup plus dur parce qu'on n'a plus le domaine alpin. Et il a fallu trouver des activités de substitution pendant ces périodes. Comment, peut-être parlons d'abord des guides. Que fait-on cet hiver avec les guides de Saint-Gervais-les Contamines? Les guides, ils continuent déjà leurs activités traditionnelles.
La grosse différence, par contre, c'est qu'il y a plus de demandes, évidemment, comme je vous le disais tout à l'heure. Les activités principales, c'est la rando à ski, de tout niveau, initiation et perfectionnement, la cascade de glace, le whistling, qui est une forme un peu différente de la cascade de glace. Et puis, il ne faut pas oublier nos accompagnateurs, parce que c'est la compagnie des guides et des accompagnateurs également. Et les accompagnateurs donc, évoluent en raquettes, ils font découvrir ce site magnifique du Val-Montjoie. Ici, on est dans un site emblématique pour la cascade de glace. Vous en avez parlé. C'est une cascade qui se trouve juste derrière nous, qui a une histoire un petit peu particulière. Alors ici, dans le fond de vallée, écoutez, on aime bien faire la fête. On est plutôt à boire, il ne faut pas s'en cacher, du bon vin rouge. Mais il y a une petite anecdote, c'est qu'il y a une quinzaine d'années, ici, il y a des sondages qui ont été effectués. Et en faisant ces sondages pour chercher du minerai, donc il y a une nappe phréatique qui a été découverte. Il s'est trouvé que cette nappe phréatique, elle sortait avec une énorme pression. Donc elle a été rejetée dans le Bonnan qui est derrière nous, là, qui coule à côté. Là. Et du coup, on a eu l'idée une année de la capter définitivement et puis de faire remonter l'eau au sommet d'une paroi rocheuse qui est derrière nous. Et du coup, on a créé une cascade artificielle. Ça, il y a une dizaine d'années. Et cette cascade, grâce à l'aide de la commune, de la mairie des Contamines, elle a été éclairée. Donc ça nous a permis pas cette année, parce qu'elle couvre-feu, bien sûr, mais les années précédentes, de faire de la cascade la journée et également la nuit. Et ça marche très très bien. Est-ce qu'il y a des prérequis ou est-ce que n'importe qui, j'allais dire, peut s'essayer à cette cascade de glace ? Alors c'est comme dans tous les sports, ce qu'il faut voir c'est que le rôle du guide ou d'un moniteur dans une école, peu importe, c'est de s'adapter au niveau des clients. Donc il y a un premier contact qui est fait pour essayer de voir le niveau technique des gens, leur niveau sportif, et puis de proposer des activités qui soient en adéquation avec le niveau. Mais la cascade, on peut démarrer à un niveau débutant à partir du moment où on est en forme, il n'y a aucun souci. Nous, on a le matériel ici à disposition. C'est fait en toute sécurité, sur des petites vacations de 2 heures et ça se passe vraiment très bien. Donc on peut s'essayer à cette cascade et puis on peut remonter un petit peu plus haut, vous m'expliquiez aussi. Alors oui, il y a 2 choses, il y a la cascade de glace et puis ce qu'on appelle le whistling. Le whistling, c'est on remonte une rivière en gros. Et là, dans les dernières semaines, il faisait très froid. On a eu vraiment des épisodes magnifiques pour la glace justement. Et au lieu d'évoluer sur un site limité en hauteur, on remonte ce ruisseau sur 2 heures ou 3 heures de temps, avec ensuite une descente facile dans les bois. Enfin, ça fait un petit périple de la matinée dans un environnement qui est vraiment magnifique. On a eu des conditions assez exceptionnelles jusqu'à maintenant avec du froid et de la neige, mais là on est sur un bon redout. Est-ce qu'il est toujours possible quand même de venir tester cette cascade ? Alors ce qu'il faut dire, c'est que les guides ont quand même, au travers des années d'expérience dans les cascades, acquis quand même une certaine technicité et surtout un savoir-faire sur l'estimation des risques que la cascade s'abîme ou se dégrade ou se décroche. On s'est aperçu par exemple que ce n'était pas forcément un gros réchauffement qui allait provoquer tout de suite l'effondrement de la cascade, mais c'était plus des grosses différences thermiques. Même quand il fait froid, si un jour il fait -2 et le lendemain -20, là il y a peut-être plus de risques qu'un jour où il fait -5 et le lendemain 0. Donc tout ça on l'appréhende et c'est pour ça que les gens qui viennent nous voir, quel que soit le métier d'abord, je pense qu'il faut qu'ils s'assurent 2 choses, c'est que les gens aient le bon diplôme en rapport avec l'activité et puis aussi l'expérience. Donc profitons de ces 2 aspects et puis les choses se passent bien. Un autre terrain de jeu pour les guides ici aux Contamines, ce sont les dômes de Miage, les sommets emblématiques. Quelle est leur particularité ? La particularité des dômes, c'est qu'ils sont beaux déjà, tout simplement. Nord-Cantois, c'est une très belle course d'arête qui n'est pas très difficile quand les conditions de neige sont bonnes. C'est un endroit qui est superbe. On est au pied du versant sud du Mont Blanc. Les dômes, ça nous permet donc déjà de faire une course au-dessus du Val-Montjoie qui est jolie. Et puis aussi, la compagnie des guides de Saint-Gervais, les Contamines, elle est très axée sur l'ascension du Mont Blanc. Donc on va au Mont Blanc par la voie normale, certes, mais aussi on va au Mont Blanc depuis les Contamines en faisant une traversée de 4 jours pratiquement.
On fait les dômes de miage, on va coucher au refuge des conscrits, ensuite au refuge du Riez. Ensuite, on fait les Gudes Bénassais et on termine au sommet du Mont Blanc. Une belle traversée d'arête de 3 à 4 jours, c'est exceptionnel. Et c'est abordable pour des gens qui ont une bonne condition physique et qui ont déjà un petit vécu en matière d'alpinisme. Je l'ai dit, vous êtes aussi directeur de l'école de ski des Contamines. Là, comment s'est passé l'hiver jusqu'à maintenant et comment vous abordez, comment l'école de ski aborde aussi ses vacances de février? Mais là, il faut dire que ça a été un peu plus compliqué parce qu'on avait procédé à des réservations standards, normales. Donc on a tout annulé, on a remboursé les gens, on a remis en place d'autres produits. Le problème, c'est que les activités sont limitées puisqu'on n'a plus les remontées mécaniques. Donc on a proposé des activités classiques pour les enfants, ça c'est normal, sur des sites un peu limités. Mais aussi on s'est orienté vers la raquette, vers la randonnée, mais tout ça en bonne collaboration avec les guides. Je pense que chacun se respecte, chacun a sa place. Du moment que les professionnels sont dans les clous au niveau des prérogatives, il n'y a aucune raison, si on se concerte et si on se parle un peu, que ça se passe mal. Est-ce que tout le monde garde le moral malgré tout, malgré ce contexte compliqué? Je ne sais pas si on a l'air d'avoir perdu le moral. Non, mais ça va bien se passer. L'essentiel maintenant, c'est qu'on est conscient que les gens qui vont venir nous voir et qui arrivent déjà aujourd'hui, ils en ont un peu ras-le-bol. Ils sont enfermés en ville, ils sont coincés, ils ont des contraintes 10 fois supérieures à celles qu'on vit ici. Et donc, on va s'efforcer de faire en sorte que leur séjour soit sympa. Ça s'est très bien passé à Noël, hein, malgré les règles qui étaient déjà un peu strictes. Et je crois qu'on fait le maximum, c'est le message qu'il faut faire passer, on fait le maximum pour recevoir les gens, même si on ne pourra pas satisfaire complètement la demande. Il y a eu un boom cet hiver de certaines activités, on l'a dit, hein, le ski de randonnée, le ski de fond, les raquettes. Vous pensez que ça va durer pour les prochaines saisons ou alors dès qu'on va ouvrir les remontées, tout le monde se remet au ski alpin? Non, je pense que malgré tout, c'est dans l'air du temps. Bon, les gens auront toujours du plaisir à aller skier sur les domaines skiables qui sont magnifiques et toujours bien préparés. Mais malgré tout, il y aura quand même, je pense, une partie de ces gens qui ont découvert l'activité qui vont continuer. Ce qu'on peut remarquer cette année, c'est qu'on constate par exemple ici, on a les remontées mécaniques qui ont fait un très gros effort pour entretenir une partie du domaine skiable et assurer la sécurité pendant les vacances. Il y a quand même des pisteurs au sommet des remontées mécaniques. Et les gens remontent le long des pistes. Mais ce qu'on peut dire, c'est que c'est un des débutants à 80%. Et puis, les gens sont aussi débutants au niveau technique de descente. On croise beaucoup de gens qui ont des tout petits niveaux en descente, ce qu'on ne voyait pas avant. Donc, je pense que là, si on réfléchit un peu, tout le monde va s'y retrouver après. Parce que les gens qui ont des petits niveaux vont venir dans les écoles de ski pour se perfectionner. Et puis les autres iront voir les guides, donc tout le monde va avoir un petit retour indirect sur cette saison. Donc il faut voir le côté positif du bon côté de la lunette, on va dire. Voilà. C'est toujours mieux. Olivier Béguin, je ne l'ai pas dit, mais vous êtes quand même une figure locale. Vous côtoyez la montagne depuis de longues années. Est-ce que vous la voyez évoluer, notamment avec le réchauffement climatique ? Le réchauffement, c'est certes qu'on le voit depuis... moi, j'ai une modeste carrière de guide, là, mais il y a 20 ans ou 30 ans en arrière, on voyait le changement climatique l'été sur les glaciers. On disait, tiens, je suis passé là il y a 2 ans, ça a bougé un petit peu. Maintenant, c'est plus à 2 ans, c'est à l'horizon du mois ou de la quinzaine. On se dit, je suis passé là il y a 15 jours, ça a changé complètement en 15 jours ou en 3 semaines. Donc ça, c'est vrai que ça s'est accéléré. Et puis les scientifiques, les données statistiques sont là, et c'est la vérité. Donc nous, ce qu'on fait, on essaye de s'adapter. Par exemple, il y a 30 ans en arrière, on allait très peu en montagne en hiver. C'était simplement l'élite de l'alpinisme qui allait en haute montagne. Maintenant, avec le réchauffement, on peut faire de la haute montagne en toute sécurité en hiver. Donc on peut faire des petites courses, des grosses courses, il n'y a aucun souci. Donc on s'adapte. Je pense que la qualité qui est requise maintenant pour faire le guide ou pour un moniteur, c'est pareil. C'est d'avoir les compétences, la technicité, la gentillesse par rapport aux gens, mais c'est aussi de s'adapter. Si on ne s'adapte pas, on est foutu là. Que vous souhaite-t-on pour cette suite de saison ? Pour nous, pas grand-chose, parce que tout va bien malgré tout. Regardez, le site, il est magnifique. Hein. C'est surtout pour les gens qui sont en ville et qui viennent nous voir, qui trouvent un petit peu de bonheur pendant ces vacances.
On leur souhaite aussi. Merci beaucoup Olivier Véguin d'avoir été avec nous pour ce dernier épisode de Panorama. Et belle continuation à vous. Merci à vous. Et merci à vous de nous avoir suivis tout au long de la semaine. Merci à Manon pour l'organisation de cette émission et à François Pirot à la réalisation. On va se retrouver très bientôt sur 8 Mont Blanc.